Parfois, la boussole se dérègle, le nord se brouille, les repères vacillent. Septentrion est né de ce vertige. Un podcast pour celles et ceux qui explorent le monde, pour celles et ceux qui le racontent dans des livres, des films, mais surtout des engagements. Je m'appelle Stéphane Dugast, je suis auteur et réalisateur et explorateur à ma façon. Bienvenue sur mon podcast Septentrion, là où souffle l'aventure. Comment tu vas? Dans le fond, là-bas, peut-être, c'est plus calme, on va voir. Prendre un Schweppes. Déjà, comment vas-tu? Je vais fort bien. Je fais un peu un distinguo entre voyage, aventure, exploration. Parce que les mots disent des choses, il faut pas confondre les choses et les mots. Mercredi après-midi, 11h28, on est au Rouquet. Le Rouquet, en plus, c'est pas n'importe quel café. Le Rouquet, c'était quand même l'arrière-fond, l'arrière-salle de la préparation des premières expéditions de la Jonque La Boudeuse, de 98 à 99. C'est ici qu'après les réunions à la Société des explorateurs français, on allait boire un café et terminer nos réunions ici, dans l'arrière-salle. Voilà, donc c'est vrai que c'est le café, d'ailleurs, qui est resté dans son jus de tout le quartier et qui n'a pas la prétention d'avoir des... Bon, je rappelle qu'on est au 184 boulevard Saint-Germain et qu'on est dans un quartier tout autour assez cossu. Et que là, le Rouquet, et comme tu viens de le dire, il est dans son jus et on s'y sent bien. Du coup, ça me fait rebondir directement. Là, c'était la Jonque, la Boudeuse. Ensuite, il y a eu le 3-mâts, la Boudeuse. Les nouvelles du 3-mâts? Les temps étant ce qu'ils sont, tout le monde, difficile, dans un monde de fous, what for sure. Donc, trouver des financements pour de grandes opérations d'aventure et d'exploration comme avant, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, il attend de meilleurs jours. Voilà. Ce qui ne m'empêche pas, en parallèle, de vivre un tas d'autres aventures. Entre l'Arménie, la Syrie, les causes que je défends, les livres que j'écris, il n'y a pas de souci. Quand on a la chance d'avoir décidé d'avoir plusieurs vies en parallèle, s'il y en a une qui, à un moment donné, se heurte à un mur ou arrive dans une impasse ou a des problèmes, on vit les autres en attendant. Voilà. Et justement, les autres vies du moment, quelles sont-elles? Alors, on est début janvier et j'ai passé l'essentiel des fêtes. Et en fait, depuis mon dernier retour d'Arménie, le 23 septembre 2025, à écrire. Donc, je suis dans la dernière ligne droite, mais presque l'avant-dernière ligne droite de mon prochain roman. Là, c'est le prochain roman pour la rentrée littéraire de septembre que je dois terminer. Je suis dedans, habité par le truc. Donc, ça a été ces derniers temps, depuis le mois de septembre. Alors, depuis la fin du mois de septembre, on fait des aventures intérieures totales, complètes. C'est très bien. J'ai quasiment pas bougé. J'étais encore chez moi, dans la montagne, à écrire. Je suis rentré, je repars dans le sud écrire. Voilà. Pour l'instant, c'est l'immédiat, c'est l'aventure de l'écriture. Et justement, un explorateur, baroudeur, écrivain, il écrit comment un roman? C'est des journées monacales? Alors, quand je peux, je fais des journées monacales. C'est-à-dire que je m'immerge dedans, comme ce que j'ai fait en Corse, comme ce que je vais refaire là dans 15 jours. C'est-à-dire que, surtout pour un roman, un récit ou même des nouvelles peuvent se faire de manière désarticulée. Hop, par-ci, par-là. Ça m'arrive aussi sur mon roman à Paris, mais le mieux, c'est d'être dedans, immergé, et de ne pas en sortir jour et nuit pendant de longues périodes. Là, je pense qu'on donne le plus de soi-même, tout en étant le plus épuisé qui soit au monde. Les 15 derniers jours en Corse dans la montagne, là, chez mon père, je suis sorti là épuisé. Mais c'était 15 jours extrêmement productifs et féconds. Donc, l'exploration se limite pour moi en ce moment, et c'est une aventure aussi, à la littérature. Et comme ça a été comme ça pour moi de façon depuis l'âge de mes 18 ans, il n'y a rien de nouveau. Mais en même temps, c'est un renouvellement permanent, il n'y a aucune lassitude. Je suis le type le moins blasé qui soit au monde. Et justement, l'inspiration, ou en tout cas, en rentrant un petit peu dans la coulisse, on dit qu'il y a des écrivains jardiniers, des écrivains architectes. Là, c'est un roman qui sera très gros, très touffe. C'est 1 million de signes. 3 fois la taille d'un roman normal, dans la moyenne. Mais je dis qu'à la fin, l'épilogue est déjà achevé. Le titre est trouvé, le début a été fait, donc j'ai un plan. Mais ce plan, il se modifie, il s'articule au fur et à mesure. Il n'est pas figé, il vit, mais je ne pars pas sans savoir où je vais. Et j'ai écrit la fin du livre quasiment dès qu'avant le début. Donc, partir au hasard, c'est... non, je sais où je vais. Il s'appelle Quand sonne l'heure. Question de
combat, d'engagement, de... Ouais, c'est une histoire, non, c'est un pur roman qui se situe, qui se passe dans le monde entier. Mais non, je ne vais pas en parler quand même avant. On est superstitieux. Non, pas superstitieux, mais c'est très délicat de parler d'un livre qui n'est pas encore terminé. En plein dedans, voilà, c'est un roman, mais c'est l'histoire la plus longue vengeance de l'histoire, qui est une grande histoire d'amour en réalité. Je laisse le mystère là-dessus. C'est le comte de Monte Cristo qui t'a... Non, ça se passe bien après, mais... et le comte de Monte Cristo, il se venge, et d'abord c'est plus court, 15 ans, et il se venge pour une histoire d'amour. Là, c'est pour une histoire de massacre, enfin, c'est toute autre chose. Et la littérature, qu'est-ce qu'elle te permet de raconter que tu ne peux pas raconter sur le terrain? En fait, la littérature, elle a de multiples facettes. Il y a des récits, et là, c'est bordé à gauche et à droite. On raconte pas n'importe quoi, on raconte ce qu'on a vécu, par exemple. Il faut le magnifier. Mais enfin, il y a des bordures. Pas raconter n'importe quoi. Le roman, lui, voilà, j'ai des personnages que je crée, puis à un moment donné, je décide de les faire mourir, ou les faire évoluer de telle manière. C'est une liberté totale. Un écrivain a tous les droits dans ses livres, en réalité. Sans exception. C'est le territoire de liberté absolue. Qui peut le contester? Celui qui les contesterait de d'écrire prisonnier de quoi que ce soit serait un ennemi. La littérature, c'est le fondement même total de la liberté intérieure. C'est la production féconde de sa liberté intérieure. Donc, aucune limite, aucune contrainte, tous les droits. Et quand on a tous les droits, dans cette pure littérature, le roman, les nouvelles, la poésie, eh bien, c'est une vie magnifique. Ensuite, dans l'autre part de littérature dans laquelle on n'a pas tous les droits, le récit, par exemple, les essais, on n'a pas tous les droits, là, on doit dire la vérité. Même sur la magnifie, même s'il faut au contraire, mais on doit dire la vérité. C'est une part un tout petit peu reputée de la littérature, mais tant pis, ça en fait partie aussi, voilà. Et c'est la raison pour laquelle je préfère la fiction à la non-fiction. Et la fiction, pour moi, c'est la valeur suprême, c'est la poésie. Il n'y a rien au-dessus de la poésie. Mais à côté, ou juste en dessous, il y a les romans et les nouvelles. Et la nouvelle, qui est un genre romanesque important, n'a pas, à mon avis, en France, la place qu'il mériterait, comme dans les pays anglo-saxons. Et on rappelle d'ailleurs que tu as le prix Goncourt de la nouvelle en 2000, genre... En 2015, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. C'est exact. C'est exact, merci. Et c'était d'ailleurs des nouvelles qui étaient des... On ne sait rien si on ne sait pas que la vie est tragique. C'était des nouvelles qui étaient des tragédies. À l'époque, je m'étais dit, ça ne peut pas marcher. Les gens, aujourd'hui, veulent des feel-good books, tout ça, mais c'est pas grave. C'est moi ce que j'écris. Mon intervieweur, ça va marcher quand même. Ça a marché, c'est le prix Goncourt de la nouvelle. Donc, comme quoi, on peut avoir confiance aussi de temps en temps dans le monde d'aujourd'hui. Et la nouvelle par rapport au roman, évidemment, c'est le travail est plus court, mais c'est plus difficile. En fait, les nouvelles, c'est vachement bien pour quelqu'un comme moi qui a tout le temps des idées de romans en tête et qui ne peut pas avoir le temps de les écrire. J'ai au moins une centaine d'idées en tête de romans. Je ne les ferai jamais, donc j'en fais des nouvelles. Et à ce moment-là, c'est plus facile. Ça permet d'aborder ce qu'on voulait dire, mais en faisant parfois des nouvelles de 3 pages, parfois de 30 pages, 20 pages. J'ai toute liberté. J'ai adoré écrire des tas de livres de nouvelles. Et c'est plus difficile parce que rater la chute. Un roman peut avoir quelques défauts, par exemple, s'il est long avec des moments un peu moins tendus que d'autres, bon, si on veut, mais ça passe, c'est très bien. Sur la longue durée, comme dans un marathon, ça tient. La nouvelle, c'est un 100 mètres. Et il faut arriver au but, il faut que la flèche touche son but immédiatement. Donc, on ne peut pas se planter, donc c'est beaucoup plus difficile. L'entrée, comme la chute, doivent être parfaites. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est un exercice stylistique génial. Et enfin, pour finir, ça c'est la forme et le fond, il y a le style. Et le ton du style, la musique du style, c'est tout à fait autre chose. Les gens souvent n'y pensent pas, mais en réalité, moi j'ai d'ailleurs ici, là je rends, je vais te le montrer, au prochain livre chez Robert Laffont qui sort le 16 avril. Oh, ce sont des mémoires d'exploration. Voici la préparation du texte. Attends, je vais te donner un exemple, parce que tu les rendrais vraiment dans les coulisses, là, tu vas y aller, je suis en plein dedans. Mais sur des feuilles A4. C'est la préparation du texte. La préparation du texte avec les commentaires. Alors, c'est-à-dire que, voilà, ça s'appelle Dans le passage du temps. Mémoire d'exploration, c'est le sous-titre, et on y va. Et là, en bleu, c'est les suggestions, c'est ce que moi je rajoute sur toutes mes corrections, et on entre dans les détails. Prenons ici. J'ai écrit, ce que tu vois, c'est le Battenlager, le ventre de la pierre. C'est comme un désir dans le désert. Nous n'y trouverons pas une goutte d'eau, etc., etc. Eh bien, je décide de couper de mon propre texte, de ma première version. Ce que tu vois, c'est le Battenlager, le ventre de la pierre. Un désir dans le désert, pas une goutte d'eau, pas de nourriture, pas d'oasis, aucun homme. Du sable et de la pierre. Voilà.
Ouais, on va plus à l'os, plus à Je décide à deuxième, dixième, je ne sais plus quelle version, de resserrer. Et tout ça, c'est le style. C'est-à-dire que là, partout il y en a. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça, ça avait été validé par l'éditeur. Tout était bon. Et c'est moi qui ai décidé d'aller encore plus mieux, qu'à perfection. Voilà, pareil, partout. Et ça demande des dizaines. Pour moi, ce que je fais, des centaines, je ne sais pas combien de versions, pour à la fin essayer d'atteindre la perfection qu'on n'atteindra jamais. Mais si on essaye, alors on ira de plus en plus loin. C'est mon 50e livre et je vais de plus en plus loin par rapport à ça parce que j'estime et je pense que c'est le génie du truc, que la littérature. Je vais m'amuser à valider la couverture. Je vais te la montrer puisque tu as les coulisses. Ah ouais, alors elle est en grand, voilà, dans le passage du temps. Des voies d'exploration chez Robert Laffont, voilà. Avec un Patrice un tout petit peu plus jeune. Ah ben c'est des mémoires. Je raconte 4 expéditions que je revisite dans le temps. Et j'ai validé la couverture la fin de l'année, le journal d'Arménie, voilà. On ne t'arrête plus. Ah non. Donc fin de l'année, ça c'est fin de l'année 2026. Ouais. Chez Aux Équateurs, un journal d'Arménie, chose vue, parole entendue, très beau titre. Et le sous-titre et le roman, donc chez Grasset, la salle littéraire. Dans le passage du temps. Donc j'ai validé les couvertures. Et là, je termine et je le rends après-demain. Le moindre détail. Et quand les épreuves arriveront, je ferai encore des perfections. C'est-à-dire qu'à la virgule près, chaque virgule va compter. La musique d'une phrase, la façon dont on attaque la chose. Là, tu le disais tout à l'heure, il y avait le fond, la forme, tu disais le style et la musique, c'est ça? Oui, le ton, c'est-à-dire la musique du style. La musique du style. Un style peut être sec et être entendu quand même mélodieusement. Il peut être un peu longué, mais entendu sèchement. C'est tout un art. En fait, c'est le style fait l'homme. Il y a le fond d'une histoire. Bon, là, l'idée m'ont proposé, revisite dans le temps la méditation de 4 expéditions. Tu choisis 4 expéditions, tu les médites dans le temps, tu les re-racontes 20, 30, 40 ans après. Qu'est-ce que tu en tires? Qu'est-ce qu'on tire du temps? Et la 4e de couverture dit la chose. Tu vois? De quelle façon le passage du temps transforme-t-il la mémoire des grands événements que nous avons vécus? Ce temps qui file entre nos mains les efface-t-il peu à peu ou préserve-t-il au moins l'enseignement que nous avons pu en tirer si ces événements étaient assez puissants pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, le monde ou la vie? Certains moments de nos existences ne nécessitent-ils pas au contraire du temps pour se révéler tels qu'en eux-mêmes? Enfin, nos expériences les plus anciennes peuvent-elles nous offrir quelque chose de neuf si nous prenons la peine de les méditer à la lumière d'une maturité dont nous étions dépourvus au moment des fêtes? Une certitude traverse ce livre, le temps qui passe peut renforcer le temps déjà passé et rendre plus fort le temps présent. Présent, ça a été rajouté. Rajouté. Et tout est, on cherche. Alors que ça, c'était validé, je rajoute un. Voilà le thème du livre. C'est l'artisanat des mots. C'est l'artisanat. C'est le fruit évidemment de plein d'années d'expérience. C'est au fur et à mesure des livres que ça fait. C'est qu'au fur et à mesure, je travaille de plus en plus ce texte. Là, Robert Laffont me demande ça, je le fais, je le renvoie, il valide. Tout va bien, c'est super, machin chose. On prépare le texte, je me dis, maintenant, on peut faire encore mieux. C'est la 2e fois, ça. Et pourquoi? Parce que je reprends une phrase, une par une. Elle est bien. L'éditeur l'a trouvée bien. Elle est bien. Eh bien, elle peut être mieux, peut-être. Reprenons-la, revoyons-la. Soit je la revalide, oui, vraiment, je ne peux plus rien faire. Soit je m'y dis un petit truc de plus, comme c'est l'exemple que je t'ai monté. C'est le désert, c'est aride, c'est fort. Allons plus à l'essentiel, plus à l'os. Mais il faut parfois 4-5 lectures pour s'en rendre compte. Et c'est justement à la lecture, comme si tu avais un murmure à l'oreille? C'est-à-dire que j'écoute le chant, je le remédite, je le réfléchis. C'est pour ça que je dis, j'aime pas le journalisme, qui l'oblige à une immédiateté. Faire un truc, il faut le rendre le lendemain, un truc comme ça, mais c'est jamais assez parfait. Je préfère la longue méditation de la littérature, parce que tu peux le refaire, on te laisse des mois pour le faire. Et en revenant chaque fois sur un texte, on s'aperçoit que la virgule près compte. Là, par exemple, je fais des successions de points-virgules. Je suis un adorateur du point-virgule. C'est une respiration, c'est très différent de la virgule et très différent du point. Et il faut le jouer. Et là, la préparatrice du texte me dit, il y a beaucoup de successions de points-virgules. Il faudrait peut-être en supprimer. Je dis, non, ne faisons pas de grammaire. La grammaire nous dirait, il faut en enlever. Faisons la littérature qui est la musique des choses. Voilà, c'est moi qui ai décidé à la fin. Mais tout va bien, mais c'est un artisanat absolument passionnant que les gens, souvent, ne savent pas qu'il faut faire. Tout le monde sait lire et écrire. Tout le monde est capable de faire, disons, une rédaction de 3e ou une dissertation de terminale. C'est pas le sujet, justement. Le sujet, c'est de faire autre chose. C'est de raconter une histoire, par exemple, un roman ou un récit, de le faire dans un certain style qui correspond à l'histoire, si possible,
Elle a son propre ton, qui est sa propre musique dans ce style qui raconte cette histoire. C'est ça la littérature. C'est un truc très complexe. Et dans cet artisanat, c'est dans quoi que tu es le plus à l'aise et dans quoi que tu es le moins à l'aise finalement? Je me sens à l'aise dans l'ensemble, j'ai pas de souci. J'adore les descriptions et je pense qu'un personnage, surtout, que ce soit dans un récit ou pas, rentre en scène, il faut qu'on le voit. Donc il faut le décrire physiquement, il faut le décrire psychologiquement et dans le décor dans lequel il se trouve. Et on peut même aller faire jusqu'à du Balzac si on veut, au niveau de je fais 2 pages pour décrire une pièce. Pourquoi pas? Tant que c'est beau. Mais c'est génial, là, dans ce roman, il y a des personnages qui rentrent dans tous les sens et j'adore les décrire vraiment, il faut qu'on les voit. Physiquement, tout. Des pieds à la tête. Pour faire tout ça, on imagine que tu as des modèles, c'est Conrad, c'est Kessel ou tu t'approches? Il y a les modèles, c'est que on est toujours le successeur de quelque chose. On a été formé par quelque chose. Quand tu as 18 ans, on lit Conrad ou je sais pas, un Conrad, Saint-Exupéry, Romain Gary et tous les autres, tous les grands, les Hemingway, etc. Évidemment qu'on me nourrit de ça. Il faut avoir des modèles pour pouvoir ensuite s'en détacher. C'est ça l'histoire. Mais quand on lit, et je m'amuse souvent à le faire, parce que j'aime la littérature, je vais prendre, par exemple, ce que je fais en ce moment, Le désert des Tartares, Dino Buzzati, les 6 premiers livres de la métaphysique d'Aristote. Tout ça est travaillé, comme tu le constates. souligné. C'est tout commenté, etc. Ça, c'est mon travail de philosophe. Mais quand je prends en même temps, à côté de ça, Désert des Tartares, j'ai pas besoin de souligner parce que c'est une version, simplement parce que je m'amuse à faire des différences à l'absolu de style, de genre, de ton. Pour continuer à se... Et à côté de ça, en ce moment, je relis aussi Alexis Zorba, je relis aussi L'Espoir de Malraux, et je relis aussi Jonathan Little, Les Bienveillantes. Je mets tout ça, il peut m'arriver, juste pour le plaisir et le bonheur du truc, de lire les 5, en même temps, 3-4 pages seulement de chacun, et les uns derrière les autres, pour voir l'immense différence qu'il y a entre leur style, leur ton et leurs histoires, et qui sont tous de la littérature, qui démontrent que, comme la musique, comme il y a de notes de musique, très peu de notes de musique, mais avec ce très peu de notes, on fait des symphonies depuis des siècles et on n'a pas fini d'en faire. Chaque musicien se peut, il en fait beaucoup. Et la littérature, c'est pareil, il y a peu de mots, peu de voyelles, peu importe, mais on peut faire des phrases et des histoires complètement différentes les unes des autres, et lire 5 ou 6 livres, 3 ou 4 pages de 5 ou 6 livres différents, de grands livres, montre et nous démontre que les musiques, le ton, les styles sont complètement différents, mais sont tous de très grande valeur. Et que donc, il y a une multiplicité dans laquelle on peut s'introduire soi-même, même en ayant été nourri par les autres. On peut faire à ce moment-là son propre ton, sa propre musique et tout ça. Voilà. Et c'est un travail de méditation extraordinaire parce que c'est la grande aventure intérieure. Voilà, on est à une époque, j'allais dire grand écran, non, de petits écrans de téléphone, mais toi, la littérature semble plus que t'habiter, ouais, elle t'habite, là, elle t'obsède. Depuis toujours, mais depuis mon premier livre à 19 ans. Et j'ai toujours voulu la mélanger avec l'aventure. Moi, lire là, les philosophes ou ces livres-là que je viens de te montrer, que je lis dans le métro, tout ça, je ne pars pas une seconde. Je ne pars pas mon temps à être sur Facebook ou des choses comme ça. Je fais ça, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important. Je le fais depuis toujours. Je faisais C'est les Indiens, la poésie. J'ai jamais fait autre chose que ce mélange extraordinaire à mes yeux de l'action et de la réflexion. L'action, c'est l'aventure, les engagements. La réflexion, c'est la philosophie et la littérature. J'ai commencé à 18 ans, ce sera jusqu'à mon dernier souffle, et j'essaie de m'améliorer à chaque fois. Rien n'est jamais terminé. Demain doit être mieux qu'hier. Et ça, j'ai plus besoin d'écran avec ça. Pas besoin. Puis nous qu'on perd notre temps. Donc chaque fois que les types sont là à scroller sur leurs écrans, ils ne lisent pas Aristote ou ils ne lisent pas Dino Buzzati. Et ça, c'est une erreur. Et ça ne fait pas des hommes libres. Bref. Mon quotidien est nourri de tout ça depuis toujours. Mais je m'aperçois que, comme on apprend avec le temps, a priori, ça se développe de plus en plus, ça me tient de plus en plus à cœur, et ça me réjouit de plus en plus. Une fois qu'on a tout ça, le reste, on n'en a pas besoin. Et cette noble quête n'est pas mise à main, parce qu'on est dans un pays qui est assez paradoxal. On a des librairies, on a un tissu culturel, littéraire qui est conséquent, mais en écoutant les médias, on entend les gens ne lisent plus. De moins en moins, mais ça, c'est dans les librairies, on vend de moins en moins de livres. C'est une réalité. Il y a quasiment un effondrement de la civilisation de livres qui est en train de se passer et qui risque de s'accélérer avec l'intelligence artificielle générative. Cette IA qui veut prendre notre place, puisqu'elle prend les 2 fonctions humaines importantes qui sont penser et créer. C'est pas une nouveauté technologique, c'est une rupture anthropologique. On change d'univers, de monde et tout ça.
Ceux qui nous font croire que l'intelligence artificielle générative, je parle de celle-là, c'est simplement une révolution technologique de plus, se trompent totalement. C'est une rupture anthropologique. C'est la fin d'une civilisation, on va rentrer dans une autre. Et ce sera la fin de la civilisation de l'île si nous ne faisons rien. Mais on peut faire beaucoup de choses. Et en fait, il ne faut pas toucher à la drogue. Voilà. On n'a pas besoin, et moi, de toute façon, confier à une machine, quelque fonction que ce soit, pour me donner des ordres ensuite ou des conseils, mais jamais de la vie. Si je demande des conseils, c'est un humain. Mon éditeur, par exemple, c'est pas une machine, qui a de toute façon été fabriquée pour être biaisée. Et qui est beaucoup plus forte que moi, en plus. Elle sait tout, elle a lu tous les livres, elle a tout fait. Bon. Ne touchez pas à ça. D'ailleurs, les jeunes mouvements de jeunes, les IA, les véganes de l'IA qui se créent en ce moment, il y a des jeunes de 18-20 ans que je rencontre qui ont tout compris de cette rupture anthropologique, qui voient bien que ce n'est pas simplement une révolution technologique. L'IA normale, celle qui date de 1954, était une révolution technologique. L'IA générative, ça date d'octobre 2022, il y a 3 ans. Et ça, c'est la rupture anthropologique. C'est la machine qui vient penser et créer à ta place. C'est autre chose. L'IA d'avant, la calculette avec laquelle je fais mes calculs à toute vitesse, c'est de l'IA, mais elle ne pense pas, elle ne crée pas, elle est à mes ordres. L'autre, elle me donnera bientôt des ordres. Quand elle me donne des conseils, en fait, elle me donne des ordres. Parce que je lui fais confiance. Je sais qu'elle a tout lu, elle a lu tous les livres, elle est nourrie de tout, de toutes les informations, donc elle est plus forte que moi, donc je lui fais confiance. Donc en fait, c'est elle qui me donne des ordres. Et toi qui as un pied, plus qu'un pied, les 2 pieds dans le monde de l'édition, un pied dans les cercles du pouvoir, c'est quelque chose que les puissants, que les intellectuels ils ressentent plus que les puissants? Il y a bien entendu, il y a beaucoup de livres en ce moment qui sortent sur la dépossession de soi que représente l'IA générative. Le philosophe Eric Sadin, le roi Alexandre avec son livre C'est plus la peine d'apprendre, et ainsi de suite. Bien sûr qu'il y en a qui sont conscients, puis il y en a qui s'en rendent complètement. Et puis il y en a qui disent, bon, il faut faire avec, ou il faut être de son époque. C'est comme les collaborateurs en 40, il faut vivre avec son temps, il faut collaborer, bon, et ainsi de suite. Donc évidemment, il ne faut être avec son temps que si ce temps-là vous convient. S'il ne vous convient pas, il faut résister. Parce que le soupçon est jeté sur tous les livres aujourd'hui. Enfin, le livre que je viens de te montrer, celui qui dirait qu'il y a l'IA là-dedans, bon, un peu compliqué. Un peu compliqué. On voit, c'est fait à la main. Donc c'est humain. C'est un livre par un humain pour des humains. C'est un livre d'un humain pour des humains. Mais le soupçon est jeté. Il y aura un jour des livres avec des bandeaux garantis sans IA, ou des bandeaux livres bio. Bien sûr que ça va arriver. Parce qu'on ne voudra pas qu'un type se dise, mais moi je veux que les gens sachent que j'ai travaillé. Alors que je peux faire la même chose avec une IA, va dire où sont les répétitions, où sont les machins, je ne fous plus rien. Mais moi, j'ai pas envie de vivre une plante verte, qui est une régression cognitive, parce que je ne fais plus travailler mon cerveau, je fais travailler mon cerveau. La littérature, c'est ce qu'elle nous demande. C'est ce qu'il faut demander. Pour être libre, faire travailler son cerveau jour et nuit. Voilà. Être libre ou se reposer, il faut choisir. Disait déjà Thucydide dans la guerre du Péloponnèse il y a 2400 ans. Donc, voilà. Mais laissons de côté l'intelligence artificielle générative, qui est un des vastes problèmes. Il y en a d'autres, qui va poser l'emploi et tout ce qu'on veut. Mais intellectuellement, il nous pose un grand défi et il faut résister. Voilà. Sans rentrer dans les détails, mais si on transpose tout ça aussi à l'exploration, tu fais l'exploration, tu y as les 2 pieds, le corps entier dedans depuis que tu es né. L'exploration doit aussi demeurer. C'est ma question, est-ce que l'exploration est toujours utile? L'exploration, sans rien mettre d'adjectif à côté, est toujours importante et utile. Parce qu'on peut explorer les âmes humaines, on peut explorer la littérature, on peut explorer les pays, on peut explorer les hommes, etc. Explorer, c'est une fonction, justement, à taille proprement humaine. Et elle doit le rester. J'ai toujours été un partisan d'enlever des technologies dans l'exploration. Simplement pour qu'elle ait sa dimension humaine totale, et qu'elle nous construise, qu'elle nous fasse grandir. Aller quelque part aujourd'hui avec des géolocalisations satellites pour te guider, les machins, etc. Pourquoi faire? Je veux dire, c'est enlever, ne pas amputer l'exploration de la part qui nous fait grandir. Saint-Exupéry disait très bien sur les avions qui construisaient les hommes, qu'il exigeait des hommes un apprentissage, une conscience, une expérience, une compétence, etc. Aujourd'hui, on appuie sur des boutons. On appuie sur des boutons et tout se fait. Aujourd'hui, on peut devenir peintre avec l'IA sans savoir peindre. Donc tout ça, la fonction de l'exploration, c'est de construire des hommes. C'est pas forcément seulement d'explorer ce qu'ils vont explorer, c'est aussi de les construire, d'en faire des gens plus grands qu'ils n'étaient avant de commencer à explorer. Donc si on ampute l'exploration à cause des nouvelles technologies de ça, on ne construit plus des hommes. L'exploration, c'est pas seulement explorer un pays, c'est se construire à travers l'exploration d'un pays. Donc de sortir plus grand qu'en soi. Et ça, c'est la fonction philosophique, métaphysique
qui avait très bien compris Saint-Exupéry de l'exploration et de l'aventure. Donc, y ajouter des technologies, sous prétexte que ça permettra d'explorer, oui, peut-être. Mais la fonction principale de l'exploration, qui est de construire des hommes plus grands qu'ils n'étaient, donc c'est une transcendance, celle-là va disparaître. Et c'est plus intéressant. Si moi, demain, je veux pas aller au pôle Nord à pied, je refuserais qu'il y ait un satellite qui me guide pour me faire éviter les crevasses et machin. À quoi bon, alors? Si c'est pas moi qui arrive à les éviter tout seul, à quoi ça sert? Jamais je ne piloterai un avion quand je pilote avec un pilote automatique. Sinon, je ne pilote plus en réalité. Et je ne suis pas un presse-bouton. Et c'est moi, j'aime les 3 mâts. Des bateaux qui exigent de leurs équipages des compétences très grandes. Et la moindre erreur, tu la payes cher. Plutôt qu'un truc où tu appuies sur des boutons. Moi, je connais des grands rouliers, tu appuies sur des boutons pour tout faire. Même lever les voiles. Bon, sur une passerelle protégée de tout. Aucun intérêt. Ce qui est intéressant dans l'exploration ou l'aventure, c'est pas la pratique finale, là où tu arrives, c'est le chemin. C'est qu'est-ce que ce chemin que tu fait de toi. Et l'intérêt, c'est qu'il fasse de toi quelque chose de plus grand, quelqu'un de plus grand que tu n'étais avant. C'est à quoi bon? Toute la vie doit être une tension vers le haut pour sortir de la vie meilleure qu'on y est entré. C'est ma métaphysique à moi. Donc, à partir de là, l'aventure, l'exploration sont les outils pour cela. Et le but qu'ils permettent d'atteindre n'est presque que secondaire. Il existe, bien sûr, mais il n'est pas forcément le but premier. Difficile de parler de tout ton chemin, mais je pose toujours la même question à mes personnes que j'interroge, c'est de revenir à un point de départ. Moi, j'ai choisi arbitrairement le point de départ du petit Patrice entre 8 et 10 ans, parce que je trouve qu'entre 7 et 10 ans, comme tu veux. J'étais au Sénégal à l'époque, mon père était militaire là-bas, au Camp Leclerc. Je me souviens très bien de l'endroit de la pièce dans laquelle le camarade me donne le livre, et je le lis tout de suite après. Et on m'a mis entre les mains le Club des 5. C'est le premier livre réel que j'ai lu. Et là, je me dis, putain, les mecs, ils ont mon âge, 8-9 ans, et vivent des trucs, des aventures incroyables. Ça me plaît beaucoup. Et j'en lis un deuxième, un troisième. Et à la fin, je me dis, finalement, ce qu'ils vivent, ces gamins-là, c'est vachement plus intéressant que ce que moi, je vis autour de moi. Et donc, en fait, il faut vivre comme dans les livres. Et après, j'ai commencé à lire vraiment d'autres livres, etc. Mais il y avait cette idée-là que la vie, ça devait être comme dans les livres et qu'il fallait faire des livres comme la vie. Et à 12-13 ans, je dis, non, je serais écrivain aventurier. Ou 14 ans, c'est fait petit à petit, mais je savais ça. J'ai eu cette chance qu'on me mette entre les mains un livre qui m'a parlé. Mais comme disait, il y a un type qui, très bien, Sylvain Venère, qui parle très très bien de la métaphysique de l'aventure et qui dit finalement que le succès de l'adolescence, le passage à l'âge adulte, c'est le renoncement à la part d'aventure que quand on était gamin, on avait. Tout le monde. Et le passage à l'âge adulte, c'est le renoncement à cela. Et le peu qui renoncent pas sont des gens très dangereux pour la société. Parce qu'ils vont en faire quelque chose à eux. Ils vont faire de leur vie une poésie en acte. Et ça, c'est une réflexion très profonde et très réelle. Moi, j'ai eu cette chance, voilà. Et il n'y a jamais eu, à 18 ans, de renoncement, la note des parents, les injonctions? Non, puisque en dépit des injonctions, j'ai fait une fugue mineure pour vivre la vie que je voulais. Les gens disent, tu fugues parce que... Mais je dis, non, je ne fuyais rien du tout. J'allais chercher ce que je voulais. Je savais très bien ce que je voulais. On voulait m'en empêcher. Je prends mon sac à dos, une lettre sur la table, je disparais. Et là, je cherche ce que je me suis trouvé le 21 janvier 1974, quand je quitte la maison, en cachette, mon sac sur le dos, j'ai presque rien dans les poches. Et enfin, on voulait m'empêcher de faire ce que je voulais, être écrivain aventurier, j'y vais. Évidemment, on est mineur et donc on ne connaît rien. Donc ça va être un apprentissage du monde inimaginable, jusqu'au fin fond d'Amérique du Sud. Et je rentrerai quand je serai majeur. Mais c'était, moi, une direction qui était, allez, disons 10 ans. 10 ans l'intuition, 14 ans la certitude. 18 ans, on part. Et je voulais faire beaucoup d'études. J'avais, après mon bac, quand j'étais en terminale, je découvre la philosophie. J'étais toujours au Sénégal. Génial, ça me plaît beaucoup. Mais donc, je ferais bien la philosophie. Mais l'aventure, d'abord, l'écriture, d'abord. Et donc, en fait, je m'étais dit, mais il faut renoncer à rien dans la vie. Je ferai des études philosophiques que je voulais faire, non pas à 18 ans après le bac, mais plus tard. Et j'ai repris un cursus de philosophie complet. J'avais 35 ans. Et j'ai donc passé une 12-13 ans à la fac à la Sorbonne, à faire de la philo. Et là, je me suis dit, avec des étudiants qui avaient à peu près 2 fois moins que moi, j'étais 2 fois plus âgé qu'eux, que finalement les études académiques valaient surtout à la maturité. Et là, en fait, tu avais déjà une façon de voir le monde construite par mes premières universités, c'était dans la jungle, dans le désert, dans l'aventure. Et les deuxièmes académiques
été visité de manière très différente que si je n'avais pas eu cette première expérience. Ça a été beaucoup plus fécond pour moi, beaucoup plus intéressant. Et donc, il ne faut jamais renoncer aux moindres rêves et les placer à un moment donné de la vie. Et c'est pas parce que soudain on entreprend des études de philosophie qu'on va arrêter le reste. Non, je les ai fait en parallèle. Alors, jusqu'à la licence, non, pas trop, parce que si t'es pas là tous les cours, ça marche pas. Mais après, tu sais, quand c'était à l'époque, ça s'appelait la maîtrise DEA, bon, tu peux te barrer. Et puis parfois, il m'arrivait d'arrêter une année pour faire un truc et de reprendre l'année suivante. Bon. Mais c'était, il me dit, mais tu peux pas mener de front. Je dis non, toute la vie qui est intéressante, c'est de mener de front plusieurs vies. Il faut avoir des vies intellectuelles très très profondes. L'amphithéâtre de la Sorbonne pour parler de la métaphysique d'Aristote, c'est un truc génial. Mais vivre avec les papous, voilà, de la vallée perdue, etc., c'est génial aussi. Mais pourquoi ne pas faire les deux en même temps? Deux vies qu'on va mélanger et qui produiront, je l'espère, de manière féconde, de la littérature. C'est ça l'intérêt. Et quand on est dans les rencontres, tu rencontres tes lecteurs, tes lectrices, et qu'on te demande, c'est toujours des questions très réductrices, mais ton moment d'action, ton expédition, ou tes moments les plus forts. Tu en as choisi 4, ça, mais... C'est difficile. Là, dans ces mémoires d'exploration, j'ai choisi 4. C'est compliqué parce que, au final, c'est les rencontres humaines qui sont les plus intéressantes. Ensuite, j'étais très engagé dans les guerres en Afghanistan et ailleurs. Et c'est sûr que les situations de guerre actives, on n'est pas témoin, on est acteur de choses. C'est ce qu'il y a de plus incandescent comme expérience. C'est la révélation totale des gens, de la vie, du monde, tout ce qu'on veut. Une expédition chez les Papous, les Indiens, c'est un bonheur complet où il y a des dangers, tout ce qu'on veut, mais plus sain d'une certaine manière et d'un autre niveau qui sont moins tendus. En fait, il me faut tout ça. Je ne veux pas faire de choix. Le choix, c'est un abandon. Choisir, c'est abandonner ce qu'on n'a pas choisi. Et ça, j'aime pas trop. Autant que faire se peut, quitte à se perdre et à se noyer, autant choisir un maximum de choses. Justement, on parle noyade, danger, évidemment, c'est inhérent à la vie d'aventurier, mais il y a un moment ou des moments où tu t'es dit là, là, je suis un peu joué là. Il y en a eu un certain nombre. En Amazonie, naufrage d'une pirogue, naufrage de Majonque, à la guerre, sous des pluies d'obus ou des choses que quand on te tire dessus, et ça a été en ULM, les pannes de moteur, en vol. Non, mais ça fait partie du jeu. Mais dans la philosophie, pour en revenir à ça, j'ai longtemps travaillé sur l'Antiquité, notamment sur les stoïciens. Et j'ai découvert avec ferveur, amour et tout ce qu'on veut, que cette philosophie stoïcienne, avec les grands noms qui sont Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, mais aussi Zénon de Citium, Cléante, Chrysippe, Posidonius, Palétius, Diogène de Babylone, tous ces gens-là qu'il faut lire, avaient une conception de la mort extrêmement intéressante, qui consistait à penser que la crainte de la mort, c'est le début de la servitude. Craindre la mort, c'est ne plus pouvoir rien faire, en réalité. Et que donc, il fallait s'en détacher totalement et surtout, en avoir le dédain. Et que la seule peur que nous devions avoir, c'est moi qui le traduis comme ça, c'était de mal utiliser le peu de temps que la vie nous concède avant de mourir. Ça, c'est la seule peur qu'on doit avoir. Le reste, peu importe. Et il faut ne pas s'attarder à vivre, savoir choisir le moment où on s'en va. On ne va pas terminer dans un EHPAD, d'accord ? Et ça, c'est des choix de vie. Moi, je sais très bien le moment où je pars. C'est décidé depuis très longtemps. Ah ouais. Ah, bien entendu. Et entre-temps, il faut cheminer comme il faut. Ben oui, il faut choisir sa mort. C'est possible, parce que parfois, on ne te donne pas le choix. Tu prends ta voiture, tu as un accident de la route, merde, tu n'as pas choisi. Et si ça se trouve, tu es paralysé, tu es là pour bon. Mais si, autant que faire se peut, se dire comment il faut partir. Un petit côté romain. Les Grecs, mais moi, je suis pour le suicide stoïcien. Et les Grecs avaient très bien théorisé cela. Ils appelaient ça la belle mort. Et en général, pour les Grecs, comme les Romains ensuite, la belle mort, c'est la mort au combat. Pour des causes qui en valaient la peine. C'est magnifique. Et le suicide stoïcien, je ne sais pas, moi, Sénèque, bien sûr, mais Caton d'Utique se suicide après que Pompée ait perdu contre César. Il dit, bon, maintenant que la démocratie romaine est terminée et qu'on rentre dans la tyrannie et l'empire, ça ne vaut plus la peine de vivre. Il lit le Phédon de Platon, il met sur son laurier, et s'ouvre les veines, il dit au revoir, et je mourrai. Voilà. Quand la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, il faut s'en aller, vraiment. Et il faut savoir ce que la vie vaut la peine d'être vécue pour ensuite s'en aller. Et moi, je sais très bien que le jour où elle ne vaut plus la peine, il faut partir. Alors, il y a le suicide, il y a plein de choses. Hein. Quand ça ne vaut plus la peine, il faut s'en aller, mais vraiment. Et surtout pas mal terminé. Mais ça, c'est difficile. Enfin, voilà.
En fait, l'aventure, c'est une façon aussi de voir la mort. Et comme le disaient les stoïciens, toute la vie, c'est un apprentissage de comment vivre et comment mourir. Ce qu'on n'apprend plus ici, on ne sait plus comment vivre, on ne sait plus comment mourir. D'où la peur, le vide spirituel absolu dans lequel nos sociétés sont tombées. Et la crainte totale de la mort. Et justement, comment dans cette société qui est aux antipodes de ce que tu es, de ce que tu représentes et de ce que tu incarnes et de ce que tu vis intensément, on l'entend avec conviction et philosophie, comment tu arrives à résister, à combattre La littérature et la philosophie et la poésie sont des consolations. C'est-à-dire que à partir du moment, comme les philosophes stoïciens le disaient, tu as pu construire ta citadelle intérieure dans laquelle tu es totalement libre, le monde extérieur, c'est pareil. Comme il disait, si on me met en prison, c'est mon corps qui le met en prison, mon esprit, ils ne peuvent pas y arriver. Mon esprit restera totalement libre. Et même dans le chaudron de Phalaris, là où il bouillait les gens, je serai libre. Les gens ne veulent pas comprendre. C'est pour ça que je ne vais pas sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, parce que c'est une conspiration contre notre vie intérieure en réalité. Tout ce temps perdu à gazouiller, à parler pour ne rien dire, ou à s'informer de choses qui sont sans grande importance, il est perdu pour la fabrication intérieure de sa propre liberté, de sa méditation profonde sur les choses. Les gens n'ont plus le temps de méditer ce qui se passe, de réfléchir. Ils s'ennuient. Mais l'ennui, c'est le truc le plus génial pour penser. Et donc, la construction de son monde intérieur, c'est des murailles qui te protègent de tout. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les stoïciens. Moi, j'essaie de le réinventer dans l'éthique du samouraï moderne, par exemple, de faire un traité d'éthique combattante pour montrer que rien n'est jamais perdu quand on s'est construit soi-même, quel que soit le monde autour de nous. On n'a jamais peur de rien. On peut toujours s'engager. Pour ça, il faut avoir une vie sobre, austère, ne pas posséder de biens matériels volontairement, être totalement libre parce qu'on n'a rien à perdre. Voilà. C'est une façon de vivre. Les philosophes d'aujourd'hui ne vivent pas comme les philosophes d'avant leur philosophie. Ils philosophent sur des choses et vivent une vie autre. Dans l'Antiquité, on vivait la philosophie que l'on prenait. Diogène dans son tonneau, Diogène de Sinope, dans son tonneau, quand il dit à Alexandre « toi un peu de mon soleil », il a choisi le dénuement pour penser et être ce qu'il est. La philosophie, c'est un acte de vie. Et quand on la mélange à l'aventure et à la littérature féconde qu'on peut en tirer, le monde extérieur, il peut imposer, c'est pas grave. Pour soi, il n'y aura pas de souci. On ne peut pas, d'une certaine manière, démoraliser quand on a construit tout ça. Diogène qui n'a qu'une écuelle et une petite toge pour vivre, qu'il a choisi, il envoie Alexandre le Grand se faire voir. Et Alexandre le Grand vient le voir dans son tonneau tellement il l'est fasciné par la philosophie de ce dénuement. Voilà. Je vais me faire peut-être un peu l'avocat du diable, je ne sais pas si c'est le diable. Dans cette quête d'écrivain, d'artiste, tu es aussi dans un modèle économique. Tu vas peut-être pas me croire, on ne me croira pas, mais justement non. J'ai toujours dit, je le dis quasiment tous les jours à des écrivains, écris ce que tu as à écrire. Souhaite ensuite que ça marche, mais ce n'est pas le sujet. Si tu écris pour que ça marche, tu ne seras pas un écrivain. Tu suivras les modes, tu seras sensible à ce qu'on dit de toi. Non, tu suis ta route, elle est solitaire. Tu as juste le bonheur et le désir, évidemment, que ça marche. Qui va écrire pour que ça marche pas? Mais je n'écris pas pour que ça marche. J'écris pour dire quelque chose, en espérant que ça marche. C'est tout à fait différent comme démarche. Mais ça me permet d'être libre, ça me permet de pas aller sur les réseaux sociaux, de réseauter, d'appeler pour qu'on me parle de moi et des machins. Je m'en fiche éperdument. Et tout le monde me dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas sur LinkedIn, sur les réseaux, pour la promotion de tes livres? Mais parce que je ne fais pas la promotion de mes livres. Je ne suis pas là pour promouvoir mes livres. Je suis là pour les écrire. Ensuite, les attachés de presse, les éditeurs s'occupent de la promotion. Et s'ils me demandent d'y participer, je vais volontiers. Bien entendu. Mais c'est pas mon rôle. Et cette dimension économique, c'est pas celle qui m'intéresse. Est-ce que tu m'as déjà vu communiquer sur un réseau social? Aucun. Je n'en ai pas et je ne veux pas. Ça me prendrait du temps au détriment des choses importantes. Donc, bien sûr, je souhaite mes livres. Je souhaite que ce livre que Dantal Maniché marche, évidemment, je sais. Ça me donnerait des sous pour être encore plus libre. Mais j'ai les limites. J'ai des limites. Je ne fais pas n'importe quoi pour ça. Je sais très bien comment je vais faire. C'est-à-dire que je ne m'en occupe pas. Ceux qui doivent s'en occuper s'en occupent. J'espère que ça marchera et c'est tout. C'est une démarche de liberté totale. Parce que tu as raison, il y a une dimension économique. Là, on prend un café et un truc. Si je m'en vais sans payer, ça ne va pas marcher. Il faut bien mettre la main à la poche. Il faut bien gagner de l'argent. Mais pas à n'importe quel prix. C'est moi, je ne suis pas riche. Bon.
Surtout pas à quel prix. Surtout pas. Pour moi, le sujet était tranché dès le départ. Et mes premiers éditeurs me disaient, je m'en souviens très bien, quand je sors le Congo, je pars en Amazonie, j'ai pas fait de promotion, je sais pas là. Mais même pas une seconde. Je dis, mais j'ai pas le temps. Je pars en Amazonie maintenant, j'ai rendu mon livre, mon boulot est fait. Je rentre en Amazonie, pareil, je pars à l'armée, j'ai pas fait de promo. Et à l'époque, ça me frappait pas comme une décision bizarre. Ça me paraissait naturel. Mes 4-5 premiers livres, je n'ai pas fait une seconde de promotion. Je repartais, j'étais tout le temps dehors. Quand on me disait, tu sais, ton livre, c'est pas beau, j'ai dit, tant pis. Hein. La dimension économique, si elle empêche la dimension de vie et d'écriture, non, tant pis. Et toi qui es à la tête de la collection, on le rappelle, la collection Aventure. Alors, Aventure. C'est une collection c'est une mission pour moi. C'est une mission parce que je transmets en fait. Mais tu vois, je te donne un exemple. J'ai 18 ans et je lis Don Fernando El Sabio d'Amazon. Ce livre a participé de ma construction. J'ai dit, ce mec-là, j'ai 18 ans, ce mec-là, il a raison. Lui aussi, il est parti à 18 ans, en 1900, l'aventure, etc. Ce livre-là, il est oublié aujourd'hui. Je dois le transmettre. Et là, il y a Don Fernando, collection Patrice Franceschi. Et le fait de pouvoir mettre mon nom là, à côté de lui, j'ai fait mon boulot de transmetteur. J'ai passé le flambeau. Ça, voilà. Ça, ce mec-là, Don Fernando, je vous conseille à tous de lire sa vie. Alors moi, je n'ai pris la couverture. Extraordinaire. La casquette de... Il a la gueule, car on dirait Fred Bogart. Fred Bogart, Gable, ouais. Vraiment qui me prévaut de connaître tout le monde, je ne connais pas. C'est formidable. Et qui a tour à tour forestier, prospecteur, concessionnaire de forêt vierge ou pêcheur de requins, et il marque de son empreinte toute une génération, et il meurt en 72. Pour moi, c'est une mission, cette collection. On en est à 110 titres, et j'ai publié dedans tous les livres, pas le 18 ans le premier, mais tous les autres, que j'ai lus quand j'étais jeune et que je veux transmettre aux jeunes d'aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment une collection de missions. Une mission où tu es courtisé, tu es flatté. Tout le monde va être dans la collection. Maintenant qu'elle marche bien et que c'est quand même une valeur, ça, c'est quand même une question pour l'aventure, c'est quand même... quand tu t'as vu qu'il y a dedans, la collection, c'est depuis... il y a aussi bien Olivier de Kersauzon que Graham Greene, que Paul-Émile Victor, ou que Jean-Marie Leclésio, ou Eric Orsena, ou Yann Kefelec, etc. C'est une question de haut niveau. Et je veux qu'elle soit une collection de haut niveau, dans laquelle tu te trouves d'ailleurs toi aussi avec une très belle biographie, je dois dire, Il y avait de Pève et aussi avec un livre sur la route 66. Et la route 66 c'est improbable qui ressortait. Enfin, voilà. Ah oui, moi je l'ai fait vivre. Hein. Ouais. C'est un combat. Hein. Ouais, j'imagine. La concurrence est lourde. Bon, c'est un combat que je mène, mais moi je le mène comme encore une fois comme une mission sacrée. Ces livres-là, là je viens de se ressortir Bombard, Naufragé volontaire, oublié, que je lis aussi à 15, 16, 17 ans. J'ai réédité tous les Henri de Montfred, que je lisais à cet âge-là. Tous les livres que j'ai lus qui m'ont formé, je me suis dit, ça, je vais faire le transmetteur pour la jeunesse. Et chaque fois que j'en sors un, comme le dernier, Don Fernando, un bonheur total. J'ai fait ma mission. Mais on te laisse liberté totale ou on te casse les pieds en disant... On me casse les pieds souvent. Ouais. Bien sûr, quand je dis, tiens, il faudrait qu'on fasse, Victor Ségalen, Les Immémoriaux qui est en Pléiade. Tu comprends, personne ne connaît Ségalen. Ah oui, il est en Pléiade, c'est un grand écrivain français, mais bon, je m'en fous, on le fait. Ils n'ont pas beaucoup, mais c'est la littérature. Ça, c'est quelque chose. Il n'est pas pour rien en Pléiade. Je me bats pour des récits de Blaise Cendrars, pour un tas de choses. Mais bien sûr, c'est un combat. Parce que les commerciaux vont te dire, lui, on ne le connaît pas, Bombard. Bombard, on ne sait plus qui c'est. Donc on le publie, si, vous allez le publier, et on va se battre pour qu'il marche, puis c'est tout. Alors à la fin, j'y arrive, mais je me fais un peu des ennemis, c'est sûr. Et parmi les récits formateurs, si tu en avais 3 gardés sur une île déserte... il y avait Paul-Émile Victor, Banquise et Boréal. Alors, donc vous avez dit que je n'ai entre 15 et 18 ans, ou 14 et 18 ans. Il y avait Paul-Émile Victor. Il y avait une collection en poche, le livre de poche, il y avait le livre de poche Exploration. Il y avait Banquise et Boréal. Il y avait Secret de la mer Rouge d'Henri de Montfred, donc j'ai publié aussi. Il y avait Naufragé volontaire de Bombard, j'ai publié. Il y avait une série de livres comme ça. Il y avait Don Fernando, etc. Ça a fait partie des livres les plus formateurs, en même temps que la littérature, Hemingway ou Conrad. Fortune, Rescousse, La Flèche d'Or, Lord Jim, Jeunesse, Typhon, c'était, voilà. Et les romans,
de grand calibre, de Nikos Kazantzakis, Dino Buzzati, etc., allaient de pair pour moi avec les récits d'aventure et d'exploration des gens que je viens de citer. Voilà, donc c'était... Et quand on a des dettes, il y avait évidemment Raymond Maufray. Un supermarché. Personne ne voulait le publier. Il me dit non, on ne sait même pas qui c'est, mais on colis. Quand on a passé les 30 000, il m'a dit ah oui, alors, effectivement, ben oui, mais les textes, c'est formidable. Si on se bat pour des textes formidables, ça marche. Donc, ça fait partie des vocations de transmettre. On doit des choses aux gens. On doit des choses à notre société. Et il faut les rendre à un moment ou à un autre. Et la collection, pour moi, c'est de rendre à Don Fernando, à Émile Victor, à Alain Bombard, à tous ces gens-là, ce qu'ils m'ont donné quand j'avais 14-15 ans. C'est de leur rendre, pour les faire encore exister, et redonner à des jeunes le goût de ces gens-là, pour que ça les aide aussi dans leur choix de vie. Et tu as justement des retours de jeunes Là, oui, pas mal. Des courriers, des trucs, voilà. Non, mais c'est parce que ça parle beaucoup à des jeunes. Mon Maufray, ça a parlé à beaucoup de gens. Je rappelle, Raymond Maufray. Le Maufray, c'est un document part d'un idéalisme d'aventure qui n'a pas les moyens, qui fait des tas d'erreurs, mais qui, dans la descente aux enfers qu'il connaît en Guyane, dans la jungle, seul et solitaire, dans cette descente aux enfers, a une dignité de l'échec extraordinaire. Et qui meurt sans avoir peur. Et qui nous laisse son carnet. Il nous laisse son carnet. Et avec cette tête du père. Et le père derrière qui va le chercher pendant 15 ans sans le trouver. C'est le plus beau livre à la recherche de mon fils, un des livres les plus poignants sur l'amour paternel. C'est extraordinaire. Tout ça, c'était oublié, mais tout ça, je l'avais lu, et tout ça, je voulais le republier pour les jeunes d'aujourd'hui. Et je suis très content que ça marche bien. Voilà, ça parle aux gens. C'est mieux que de la romance. À l'aune de tout ce qu'on a balayé, de tout ce que tu as dit, et l'exploration dans tout ça. L'exploration est une des dimensions de l'aventure. C'est l'une des dimensions. Elle a complètement changé de forme en 50 ans. À partir du moment où il n'y a plus de taches blanches sur la planète, l'exploration, avant c'était ça, les terra incognita, elle a changé. Tu fais un vrai distinguo exploration-aventure et c'est... Oui, l'exploration est l'une des parts de l'aventure. L'aventure est un tout, l'exploration en est une partie. L'exploration, parce qu'elle a la quête de quelque chose qu'elle explore, une terre inconnue, n'importe quoi, et la construction de soi dans cette exploration. C'est les deux facettes des choses. Elle a changé de nature parce que la planète est davantage connue qu'au 19e siècle. L'âge d'or, c'était peut-être l'entre-deux-guerres, les années folles. Elle a changé d'échelle, mais encore de tas de choses à explorer, à découvrir dans les sciences, en entomologie, en botanique, en tout ce qu'on veut. Mais elle doit, à mon avis, prendre une dimension plus humaine parce que si l'aventure commence à disparaître en tant que telle, l'esprit d'aventure, lui, peut perdurer. Mais à l'époque du tourisme de masse dans lequel nous sommes entrés, parce que ça, c'est une donnée chiffrée, dans une époque de tourisme de masse où les tours opérateurs s'acharnent à trouver les endroits les plus insolites du monde pour y amener des clients, dans cette marchandisation à outrance du voyage, qui reste dû à l'aventure, beaucoup moins de place qu'avant. Le voyageur probablement disparaîtra dans les 20 ou 30 ans qui viennent, remplacé par le touriste. Et un tas de pays commencent à mettre des règlements, des lois pour que le voyageur n'y aille plus, parce qu'il est gênant, il ne dépense pas assez d'argent. On y fait rentrer des touristes qui payent des taxes et qui ne sont pas dérangeants parce que leur montre ce qu'on veut leur faire voir et qui ne vont pas à côté regarder ce qu'il ne faut pas voir. Donc tout ça sont des tendances inimaginables qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qu'il faut bien observer pour se rendre compte que tout ce qu'on a connu va disparaître. Mais ce qui peut ne pas disparaître, ce que nous, on peut continuer à sauver, c'est l'esprit d'aventure et donc l'esprit d'exploration. Il y a une grande différence entre l'esprit d'exploration et l'exploration elle-même. L'exploration peut disparaître, mais si l'esprit de cette exploration reste, on peut explorer autre chose et d'une autre manière. Donc c'est la fin d'un monde et le début d'un nouveau. Alors là, contrairement à l'intelligence artificielle générative, il n'y a pas de rupture anthropologique, c'est une évolution qui va vers la disparition du voyageur au profit de l'apparition du touriste. C'est la marchandisation du voyage massive. Il faudra que le voyageur, tel qu'on l'a connu, qui va à son gré, faisant de sa vie ce qu'il veut, découvrant qui il veut, regardant ce qu'il faut voir, pour en déduire quelque chose de neuf pour lui, il va disparaître. Sous la pression massive de l'argent et de la marchandisation du voyage, au profit du touriste, qui est jour 1, jour 2, jour 3. On te montre ce qu'on veut, tu vas au même endroit que tout le monde, tu fais pas chier et tu payes.
Ça, les pays en veulent. Le voyageur, il va disparaître. Tel qu'on l'a connu, le vrai voyageur libre. Il sera un indésirable. Il y a des tas de pays où demain, si tu y vas en groupe, tour opérateur qui a payé le pays, bon, pas de problème. Tu vas tout seul, mais qu'est-ce que vous faites là où vous êtes cuit? Touristes? Mais non, les touristes, ils sont dans des groupes. Ils ont payé une taxe, ils ont payé quelque chose. Là, d'être un espion, ou d'être quoi? C'est bien sûr, c'est ce qui va arriver. Et pour finir sur une note plus optimiste. Mais je veux dire, les Kurdes m'avaient demandé l'année dernière, après la prise de Bagdad, de Damas par Al-Joulani, l'islamiste, comment on va faire. Maintenant, j'ai dit, tu sais, il faudrait une formule. J'en ai trouvé une, que maintenant j'utilise aussi pour moi, et c'est moi qui l'ai. En fait, c'est que la lucidité, c'est une qualité fondamentale chez l'homme. Il faut être lucide, voir les choses. Il ne faut pas faire les politiques de l'autruche. Ça me gêne, je ne veux pas le voir. Mais le pessimisme du constat doit mener à l'optimisme du combat. C'est une formule magnifique à mes yeux, parce qu'elle permet de voir les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, donc ne pas se tromper, mais que ça ne nous décourage pas, et au contraire nous encourage à lutter contre elles. Donc en fait, je ne suis jamais pessimiste. Mais c'est le constat qui est pessimiste, c'est le monde qui est pessimiste, c'est pas moi. Moi, je rentre dans ce monde, je fais des collections de livres là pour continuer à ce que les jeunes lisent les livres qui en valent la peine. Je suis engagé auprès des Kurdes, des Arméniens. Donc je serais pessimiste, je me mets dans mon coin. Je m'occupe de moi. C'est le monde qui est pessimiste, c'est pas moi. Moi, je ne fais que je me borne à constater un fait, je suis un état des lieux, c'est tout. Mais je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas dire n'importe quoi, le monde va bien, n'importe quoi d'ailleurs. Depuis le temps que je dis que ça va mal, mais qu'il faut combattre pour que ça aille mieux, on s'en aperçoit tous les jours. Pessimisme du constat doit mener à l'optimisme du combat. Ça, c'est une bonne formule, à mes yeux, sans prétention, mais voilà. Merci, Patrice. Merci à tous d'écouter le podcast Septentrion, là où souffle l'aventure. Rendez-vous bientôt sur les plateformes avec un nouvel invité. Et comme disait mon grand-père, Kenavo.